Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Puis vous allez voir que justement aujourd'hui, on va revenir sur une association que j'ai reçue, Milton, avec Jimmy Vigneux, si vous vous rappelez. Là, on va parler de son influence justement et de la création de l'équivalent de Milton Québec, mais en France. Alors, on va voir justement comment ça se passe et comment on en est arrivé à avoir l'équivalent et sensibiliser une partie de la France. En tout cas, pour l'instant, on va voir que c'est en Normandie, en Bretagne, mais au ramassage, au recyclage. Je vous rappelle que Milton, c'est une association qui a pour vocation de nettoyer les rivières, en particulier de ramasser, de recycler, en tout cas de ramasser les déchets qu'on laisse, nous, irresponsables qu'on est, dans la nature et surtout dans les rivières et dans les fleuves. Alors aujourd'hui, je reçois Manuel Hanot. Bonjour Manuel Hanot. Bonjour Eric. Bonjour. Alors merci de nous accorder un moment et enfin nous avons pu nous coordonner avec 6 heures de décalage. C'est toujours un peu problématique. Alors, donc Manuel Hanot, d'abord peut-être dans un premier temps, racontez-nous comment vous avez rencontré Jimmy Vigneux. Oui. Et après, on va voir un peu, on va vous présenter comme profil parce que vous êtes quelqu'un de très, très intéressant. Alors avec Jimmy, on s'est rencontrés. En fait, on gravite autour un peu de la même sphère on va dire, des enjeux autour de l'eau au Québec. Et on a participé plusieurs fois. On a donné des conférences en fait à la suite l'un de l'autre. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir sa conférence plusieurs fois. Par exemple, pour les rendez-vous des organismes de bassin versant du Québec. C'est la dernière fois où on s'est parlé avant que je m'engage auprès de la mission. Et j'avais beaucoup d'amis qui m'en avaient déjà parlé. On entend toujours des petits mots. Ah, Manu, tu devrais vraiment regarder ce que la mission de Milton font. À l'époque, c'était pas encore Milton, là, c'était Centon. Et c'est comme ça que je les ai découverts avec beaucoup de. J'étais très impressionné par ce qu'ils faisaient au début. Là, je trouvais ça très novateur puis courageux en fait de se lancer là-dedans au Québec. Ça m'impressionnait beaucoup les premières fois. Ouais. Alors, donc, si je comprends bien, c'est d'abord des conférences qui vous ont permis de vous rencontrer. Alors, pourquoi des conférences? Parce que vous êtes, alors, dans le processus depuis 2-3 ans, d'après ce que je comprends, vous étiez responsable des ramassages en plongée sous-marine auprès de la mission Milton au Canada en 2021. Et vous avez imaginé la création de la mission Milton en France lorsque vous avez décidé de revenir en Normandie. Donc, ça veut dire que vous étiez ici, vous viviez au Québec? Comment ça se passait? Ouais, je viens de passer mes 10 dernières années de vie, on va dire de vie d'adulte là, au Québec. Je suis arrivé pour mes études à l'âge de 19 ans et je suis reparti juste avant ma trentaine. Dans le fond, je suis caméraman sous-marin, donc plongeur professionnel, scaphandrier, etc. Et quand j'ai rencontré la mission faisait pas encore, donc l'association Milton faisait pas encore de ramassage sous l'eau vraiment. On commençait, mais il y a toute une partie légalité, une partie aussi sécurité en fait pour les personnes. La mission, c'est que des bénévoles, donc on ne sait jamais est-ce que les gens qui viennent sont vraiment capables de faire de la plongée, respectent les règlements du Québec en plongée, etc. Et avec Jimmy, on en avait beaucoup parlé. Dans un premier temps, je suis devenu ambassadeur comme beaucoup de gens au Québec sont ambassadeurs pour la mission Milton. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver toutes les infos super facilement en ligne. Et dans le fond, c'est juste de participer à organiser des ramassages dans son petit coin de région, etc. Et puis, très, très vite, moi, je me suis engagé avec la mission pour pouvoir vraiment nettoyer mon bureau, là, comme j'aime si bien le dire. En fait, j'ai l'occasion avec mon boulot de voyager un peu partout dans le monde et énormément tout à travers la province du Québec. Donc, que ce soit à l'île d'Anticosti, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit un petit peu dans tous les lacs, des milieux urbains, dans le port de Montréal, à Québec, etc. Et avant de rencontrer la mission Milton, j'en pouvais plus. C'était un constat qui était effroyable. Là, à chaque plongée, c'était de plus en plus de déchets tout le temps, peu importe où on allait. Puis il y a des déchets un peu cocasses, mais je prends toujours l'exemple de la balle de golf.
Au Québec, peu importe où on se met la tête sous l'eau, on trouve une balle de golf. Même quand on est anticosti, on arrive à trouver des balles de golf. C'est incroyable. On se dit, mais il n'y a personne qui a jamais frappé une balle ici. Je pense être une des premières personnes à poser le pied là, quoi. Et ça me fâchait, ça devenait frustrant. Je commençais à me demander est-ce que mon boulot était finalement si important que ça et est-ce que je faisais vraiment quelque chose qui avait un impact, donc à travers les documentaires auxquels je pouvais participer, etc. Et je commençais à ramasser moi-même de temps en temps des déchets. J'avais commencé avec les leurres de pêche. J'ai une collection de 3000 leurres de pêche ramassées un petit peu partout à travers le Québec. Et quand on en a parlé avec Jimmy, la première fois qu'on s'est assis ensemble pour se dire OK, bah, on partage une vision commune, etc. Comment on pourrait grandir ensemble, puis se rendre juste utile, là, parce que c'est vraiment ça la démarche de la mission Milton. On s'est dit, là, faut qu'on arrive à aller sous l'eau, faut qu'on arrive à rendre ça sécuritaire, à embarquer un maximum de gens. Et forcément, ce qui intéressait aussi la mission Milton, c'était que moi, je prends beaucoup d'images, c'est mon travail. Donc, ça permet de montrer un petit peu la réalité de ce qu'il y a chez nous, à côté de chez tout le monde, en fait, au Québec. Là, on ne parle pas nécessairement d'aller loin. Et c'est comme ça que ça s'est fait tout au début. Ouais. Je voulais juste un peu creuser votre personnalité parce que vous l'avez abordé rapidement, mais alors peut-être est-ce que vous aviez le goût très jeune de l'exploration sous-marine? Comment vous est venu ce goût? Est-ce que vous êtes d'origine normande ou bretonne, enfin? Normande, ouais. Donc vraiment de la pointe de la Manche, là, dans le coin de Cherbourg. Et mes arrière-grands-parents étaient tous gardiens de phare dans la famille. On a vraiment une famille tournée vers l'océan. Et c'est un patrimoine un peu, on va dire, familial qui nous a été transmis. On fait tous de l'apnée. J'ai une grande sœur et un petit frère qui font énormément d'apnée aussi. On a grandi entre la Normandie et l'Espagne parce qu'on est une famille multiculturelle. Et donc, on a découvert que ce soit les très belles eaux méditerranéennes, très paisibles, etc., qui donnaient vraiment le goût d'explorer, mais aussi le côté un petit peu plus violent de l'océan avec la Normandie, avec des gros courants de marée, des eaux beaucoup plus opaques, etc. Et dans les deux cas, j'en avais jamais assez en fait. Ce qui est incroyable quand on met un masque et un tuba, c'est que puis il n'y a pas besoin d'être un plongeur, de descendre à 120 mètres de fond ou quoi que ce soit là. J'invite n'importe qui à prendre un masque et un tuba et aller dans des endroits sécuritaires pour voir ce qui se cache sous l'eau. Et on voit toujours quelque chose. On a l'impression d'être dans la forêt amazonienne. À chaque mètre, on découvre quelque chose qui nous surprend, une nouvelle, un poisson qui va manger un autre poisson, en tout cas des nouvelles plantes aquatiques qu'on n'avait jamais vues, des crustacés en tout cas. Et ça m'a piqué très très vite. Et puis après, c'est que bien plus tard, j'ai eu bien d'autres vies avant de faire ça. Mais je suis arrivé dans le milieu de la vidéo parce que j'étais sportif de haut niveau. Et donc, je m'étais un petit peu spécialisé dans la vidéo en conditions difficiles, haute montagne, etc. Et finalement, l'aquatique est arrivé à moi un petit peu tout seul, naturellement, parce que je faisais déjà beaucoup d'apnée. Je connaissais beaucoup de gens dans ce domaine-là. Et puis, c'est en 2018 que j'ai franchi le pas de faire un cours de scaphandrier, donc vraiment au casque, comme on appelle les pieds lourds, pour rendre ça professionnel, sécuritaire, et puis en faire ma carrière finalement. Ouais. Vous avez suivi une formation ici au Québec dans ce domaine-là? Non, je l'ai fait en France. Il y a la même formation qui se donne à Rimouski. Moi, j'avais décidé de le faire en France parce que je savais que je voulais pas me limiter et en fait le diplôme en France permet de faire de l'offshore, donc de partir vraiment comme c'est une reconnaissance un petit peu plus mondiale que la version de Rimouski et en fait c'est un petit peu plus complet, on voit d'autres choses, on fait de la plongée à saturation, on fait pas mal d'autres choses. Donc, je savais que je ne voudrais pas m'arrêter et pas être limité dans ma pratique. Donc c'est ça. Et alors, votre pratique, avant de parler de Milton France, est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait avec des compagnies, je ne sais pas, pétrolières ou toutes sortes de compagnies qui ont besoin de vos services? J'ai fait un petit peu de plongée vraiment scaphandrier, donc de la soudure à 50 mètres, de choses comme ça, beaucoup dans le portuaire. J'ai jamais travaillé pour des compagnies, on va dire. Le chantier que j'ai fait un petit peu le plus spécialisé, c'était pour des compagnies minières au Québec. Mais sinon, je n'ai jamais travaillé dans d'autres secteurs, on va dire, industriels. J'étais vraiment spécialisé dans l'inspection visuelle des installations portuaires. Là. Comme j'étais déjà dans la vidéo au moment où je me suis mis à prendre quelques contrats de scaphandrier pour
boucler les fins de mois. Là, souvent, c'est quand j'avais pas de contrat de vidéo que je prenais des contrats de SCAF. On me trouvait bon à l'oral pour expliquer, parce qu'en fait, on a le casque, on est sous l'eau, on voit pas grand-chose. Il faut qu'on décrive aux clients est-ce que le quai est dans un bon état ou la pile de pont pour expliquer si ça va s'effondrer ou pas, c'est quoi les travaux qu'il faudrait faire, on prend des mesures. Donc, souvent, ils aiment bien les gens qui ont un peu l'habitude avec la vidéo finalement. Mais sinon, aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Je travaille surtout avec le milieu scientifique, donc beaucoup de biologistes, donc comme les biologistes des organismes de bassin versant au Québec, ou par exemple d'Agiro, c'est l'organisme qui veille à la qualité de l'eau potable de la ville de Québec. Donc avec le lac Saint-Charles, on a fait beaucoup de missions ensemble sur la qualité du lac Saint-Charles en hiver, les plongées sous glace, etc. Puis je suis vraiment spécialisé dans la plongée sous glace et la plongée sur les épaves de la Seconde Guerre mondiale en Normandie ici. Donc je travaille toujours un petit peu entre les deux pays sur l'année. Ouais. Alors, vous avez créé une société Pro Aqua, c'est ça? Prod Aqua, ouais, exactement. Donc, Ouais. c'est vous qui avez fondé cette société. Ouais, et donc on est vraiment Et nous spécialisé dans la Alors, production est-ce que... vidéo aquatique. Ouais. Ok, alors, est-ce que vous faites des reportages ou des documentaires, ou est-ce que c'est Ouais. seulement un outil pour vous d'évaluation? Non, c'est vraiment notre métier, c'est vraiment la création de contenu. Donc, ça peut être des médias comme Québecor qui font appel à nous parce qu'ils cherchent des images très spécialisées sur du microplastique dans le Saint-Laurent pour un gros reportage. Ça, c'est un mandat qu'on a eu l'année passée. Comme ça peut être nous qui décidons de produire un film au complet sur une thématique qui nous est importante. En général, on travaille vraiment sur des coups de cœur. Là, on est plus là-dedans. Donc, on avait fait notre premier long métrage documentaire. C'était un long métrage touristique sur les régions de la Normandie et la Bretagne pour les cinémas au Québec, avec le réseau de diffusion des aventuriers voyageurs. Et notre deuxième long métrage, on n'a pas encore de diffuseur. On travaille encore dessus. On l'a filmé l'été dernier. On est encore en montage. Et c'est sur les enjeux reliés au lac artificiel, donc au barrage, et comment ça modifie les écosystèmes et pourquoi l'homme aujourd'hui a le besoin de faire, je dis aujourd'hui, mais depuis 80, un peu plus de 80 ans, de faire des retenues d'eau comme ça. Et donc ça, c'est un film qu'on a tourné en Espagne et qu'on va proposer à la diffusion prochainement. Ouais. Très bien, très intéressant. Alors, donc vous êtes caméraman, explorateur sous-marin, scaphandrier. On voit que vous avez de multiples. Alors, vous faites partie aussi du membre du réseau Québec Maritime. Ouais. Pouvez-vous nous... Alors, vous êtes instructeur aussi. Et pouvez-vous nous parler du réseau Québec Maritime? C'est quoi? Est-ce que c'est lié à Rimouski? Oui, en fait, c'est là-bas que c'est basé, c'est au sein de l'université. Et en fait, le réseau Québec Maritime, c'est surtout un réseau pour les chercheurs initialement. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche. Il y a du temps aussi navire recherche. Donc, que ce soit, je ne veux pas vous dire trop de bêtises là. Moi, j'ai suivi ça de proche, mais pas sur toute leur mission. Ils font beaucoup plus de choses que ça. Mais chaque année, ils arrivent à avoir un créneau sur un des bateaux de la garde-côte canadienne pour partir faire des recherches sur le fleuve, donc dans le Saint-Laurent, que ce soit en partant de à peu près Montréal jusqu'à vraiment Anticosti et plus loin. Et puis, ils ont un deuxième navire de recherche là pour la partie, on va dire, Montréal-Québec. Et en fait, ça permet aux chercheurs d'y aller finalement. Et c'est un petit peu dans cet objectif-là qu'on a rejoint le réseau de notre côté. Il y a beaucoup de scientifiques avec qui on discute qui font de la recherche comme on se l'imagine, hein, vraiment dans un labo, à l'université, etc., qui vont un petit peu sur le terrain. Mais en fait, nous, on ne connaît pas de scientifiques au Québec qui sont scaphandriers, donc qui sont habilités à partir plonger pour autre chose. Donc vraiment pour faire la distinction, en fait, au Québec, des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas la législation. Mais il y a la plongée récréative où on va juste pour le loisir, et il y a vraiment la plongée commerciale. Et donc, la science, c'est considéré comme de la plongée commerciale, comme l'aquaculture, comme la vidéo sous-marine, comme les travaux sous-marins, etc. Et donc, normalement, il faut être scaphandrier pour faire de la recherche scientifique sous-marine. Donc, en fait, on s'est proposé comme technicien, en fait, on va dire, hein, vraiment d'être la main du scientifique et d'aller dans les endroits où eux ne peuvent pas aller. Puis, ça va même un peu plus loin que ça parce qu'on a des outils aujourd'hui, on a une capacité logistique qui dépasse un petit peu
la plongée commerciale, on plonge en recycleur, donc avec des dispositifs qui font pas de bulles, qui sont très silencieuses, qui nous permettent d'aller très profond pendant des longs temps de plongée. Donc ça, c'est des outils qui sont super intéressants pour les scientifiques. On peut aller faire des découvertes de nouvelles espèces, par exemple dans des lacs en eau douce où personne n'a jamais plongé avant nous. Donc c'était un peu dans cette, toujours cette collaboration en fait entre plongée technique et prise d'image et le milieu scientifique qui souvent n'ont pas cet accès-là finalement. Ouais. Tout à fait. Alors, justement, Milton a été fondé en partie par une scientifique. Est-ce que vous avez pu, en plus de Jimmy, qui était plutôt lui, l'aspect plutôt communication, est-ce que c'est comme ça que vous êtes arrivé à découvrir? Parce que si je comprends bien, vous travaillez sur les deux continents. C'est-à-dire que vous êtes installé, vous êtes revenu en France. Alors, vous êtes situé où? Parce que je vois qu'il y a une adresse, mais vous êtes loin de Caen ou de... C'est quoi? Non, on est vraiment à Rouen, donc à 1h30 de Paris et à 50 minutes de Dieppe, dans le coin de Dieppe, Le Havre, là, pour ceux qui se situent un petit peu. Donc, on n'est pas loin d'Honfleur. Ça parle à beaucoup de Québécois qui ont des origines de ces coins-là. Moi, je suis né au Havre. Je suis voilà. né au Havre. C'est pour ça on que est je connais. vraiment à côté. Mon père a travaillé à Paris-Normandie, le journal Paris-Normandie à Rouen. Ouais. C'est pour ça que je connaissais un peu le coin. Non, vous avez effectivement un accès énorme à la mer et au. Donc, effectivement, c'est intéressant. Et est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec les usines, enfin ceux qui fabriquent le bord de. Vous parliez des quais, là. Est-ce que vous travaillez avec les universités françaises et éventuellement des entreprises qui fabriquent les quais dans les ports, quoi? Non, pas encore. En France, notre plus gros client, c'est une maison de production qui fait beaucoup de documentaires pour Canal+, le groupe Canal. Donc ça, c'est vraiment du documentaire. Et sinon, on collabore énormément avec le DRASM, qui est le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine. J'ai plus les deux derniers mots. Et donc, c'est vraiment le département qui est sous la tutelle du ministère de la Culture en France et c'est les archéologues en fait sous-marins français. Donc on travaille sur des épaves ensemble, on fait de la prise de visuel, on fait de la photogrammétrie, on fait plein de choses ensemble. Et c'est vraiment ma deuxième plus grosse expertise. Et au Québec, en fait, comme vous disiez, on continue de travailler dans les deux pays à égalité finalement. Au Québec, c'est vraiment la plongée sous glace qui me fait venir tous les ans, 4 ou 5 mois. Et puis en France, les épaves de la Seconde Guerre mondiale essentiellement. Ouais. Alors, on a compris que Jimmy est tombé sur sur une pépite d'or. Mais alors, donc, une fois que vous avez eu cette expérience Milton donc au Québec, qu'est-ce qui vous a dit que comment ça se fait, la Normandie, la Bretagne, enfin cette région où je vis, a un besoin aussi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez constaté, parce que moi, étant d'origine bretonne, mais né quand même au Havre, il y a beaucoup de Bretons qui sont nés au Havre. En Normandie, et on a quand même constaté qu'il y avait une surexploitation par rapport à le port en particulier qui a foutu en l'air les nappes phréatiques. Est-ce que vous avez constaté que les rivières ou les bords de mer étaient envahis disons, de déchets? Alors en fait, le déroulement de comment ça s'est passé, l'été dernier, je suis revenu en France pour un passage parce que je m'en venais faire un film. Et la ville dans laquelle je suis originaire, donc la ville de Maromme, c'est une petite commune, hein, c'est pas, mais c'est dans l'agglo de Rouen, m'a proposé de venir faire une exploration de la rivière locale pour collaborer dans leur cadre du mois de l'environnement qu'ils organisent tous les ans au mois de septembre. Et moi, j'ai trouvé la démarche exceptionnelle. Puis j'adore m'investir dans des lieux dont je suis originaire. Je trouve ça cool de rendre l'appareil aussi. C'est ici que j'ai grandi, donc je trouvais ça cool de venir explorer mon chez-moi finalement. Et quand on l'a fait avec mon petit frère. On s'est mis dans la rivière pendant 6 heures. On a ressorti presque 700 kilos de déchets. On était à 680 kilos et quelques en 6 heures de plongée, sachant que moi j'avais ma grosse caméra, donc je ne pouvais pas ramasser grand-chose. Et on s'attendait à tout sauf à ça. On arrivait en se disant on va trouver des déchets, mais pas du tout dans ces proportions-là. Et en fait, on n'a même pas ramassé 2% des déchets qu'on voyait passer parce qu'on ne pouvait pas. On n'avait pas les moyens logistiques de sortir 18 tonnes de déchets cette journée-là. Et on était surtout là pour faire des images.
Et à un moment, on s'est dit, bon, bah là, on ramasse plus que les déchets qu'on trouve exotiques, là, finalement. Donc, on ramassait, quand on trouvait des petites figurines en plomb, on trouvait des téléphones, on trouvait. Donc, ça, on ramassait parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais à la fin, on ramassait plus les bouteilles en verre. On a dû en voir 10 000 pendant la journée, en tout cas. Donc, ça a été un constat un peu effroyable. On a organisé une exposition de photos sur la rue la plus passante de la ville dans le cadre du mois de l'environnement. Et on a vu l'impact que ça pouvait avoir sur les citoyens ici, les locaux. Et on s'est dit que il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser notre rivière, notre petit coin. C'est vraiment une ville assez dense, hein. C'est un milieu urbain. Donc, c'est un peu le seul espace vert qu'on a au centre de la ville où les gens peuvent venir en été. Quand il y a des gros îlots de chaleur, c'est l'endroit qui est un petit peu plus frais. C'est le seul espace qu'on pourrait considérer comme sauvage. Là, il ne l'est plus du tout, mais on a l'impression, on se sent en nature quand on y est. Et on s'est dit, faut préserver ça. On ne veut pas laisser ça comme ça. Tous les gens qui ont grandi dans cette ville-là, l'école était à côté, donc on allait à la rivière le soir après les cours, etc. Et donc on s'est senti très, très interpellés avec mon frère. Et un petit peu plus tard dans l'année, quand avec ma femme, on a commencé à parler de notre retour, je me suis assis avec Jimmy, puis je lui dis, bah, regarde, je vais rentrer en France. Moi, je trouve que toutes les plus belles choses, c'est les choses qu'on avait prévues et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je trouve qu'on a fait très peu de choses incroyables depuis que je suis arrivé. Et je veux pas qu'on abandonne tous nos projets. Donc, ce que je te propose, c'est de rentrer en France et de créer la mission Milton France. Qui est juste une branche de la mission Milton Québec. Hein. On est une petite antenne locale, on va dire. Et le constat, c'est que la densité humaine de population en France est tellement grosse pour un territoire tellement plus serré que des déchets, ici, la problématique, c'est pas de savoir où il y en a, hein, c'est de trouver des bénévoles parce que des déchets, on en trouvera encore pendant des années et des années. On a refait la rivière dont je vous parlais il y a une semaine. On était 7, on y était 2 heures, on a sorti 1200 kilos de déchets en à peu près 100 mètres d'intervalle. Et il en reste, on n'a pas pu tout enlever en fait. Les déchets sont accumulés depuis tellement de temps, il y a une telle histoire de pollution en France. Ce pas des déchets qui ont 5 ans, hein, c'est des déchets qui sont là depuis une soixantaine d'années et qui continuent de s'accumuler. Donc ça s'accumule dans la sédimentation. Et en fait, ce qu'on enlève aujourd'hui, on a l'impression de tout enlever. Il va y avoir un petit peu de courant la semaine prochaine, un petit peu de pluie. Ça va enlever une petite épaisseur de sédimentation, de sable, et on va redécouvrir plein d'autres déchets en dessous. En fait, quand on enlève une bouteille, souvent, on enlève un petit peu le sable, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Puis dès que le sable part, on en découvre une autre qui était cachée en dessous, en fait, et ça s'arrête jamais. Est-ce que la mairie, comment a réagi la mairie suite à la mission qu'elle vous a donnée? Est-ce que vous a donné des moyens d'aller plus loin? Alors, elle nous a donné un petit peu de moyens logistiques. En fait, on voit qu'il y a une volonté politique. Après, c'est ce qu'ils ont les subventions pour le faire. Là, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux en France avec la crise de l'énergie, avec en tout cas le post-Covid qui a coûté très très cher aux municipalités, plein de choses comme ça. Puis dans ma vision de la mission de Milton, hein, que je partage en partie avec Jimmy, mais moi, ma vraie vision de ça, c'est de ne pas attendre après les municipalités, de ne pas attendre après le politique, on va dire. C'est vraiment de dire, moi, je fais ça parce que je suis tanné de mettre des commentaires sur tout ce que je vois sur Facebook en disant ah bah là oui, il y a une baleine qui est morte dans la Seine il y a encore 3 mois à cause de la pollution sonore, à cause de ceci, à cause de cela, le réchauffement climatique, les effets de serre. Je suis tanné de me plaindre sans rien faire. Donc j'en ai marre d'être dans mon divan là. C'est Jimmy, je reprends la fameuse expression de Jimmy de chialer dans mon divan toute la journée et je me mets en action. Et ça engage que moi. Hein. Moi, je respecte les décisions de tout un chacun, mais j'étais plus capable en fait. C'était plus possible pour moi d'être dans l'inaction par rapport à ça. Et donc là, avec mon frère et donc avec de plus en plus de bénévoles, on s'est lancé le défi. On est à 2 tonnes et quelques de ramasser pour l'instant en France depuis le début qu'on existe. Et d'ici le 1er janvier, on voudrait ramasser 13 autres tonnes pour arriver à 15 tonnes dès la première année d'existence de la mission en France. Donc c'est un gros challenge, on y va toutes les semaines et on sait que le jour où on aura 30 bénévoles par ramassage, il suffira de 2 ramassages pour ramasser cette quantité-là. Donc, Mais est-ce que vous n'avez pas envie de créer un réseau, en tout cas soit par département ou par région, parce que ça serait vraiment très, très, très intéressant d'essaimer aussi. Je suis sûr qu'en Bretagne, il y aurait des choses à faire. Moi, on vient du Morbihan, la petite mer, là, on a vu ça. Et puis, je suis un ami
de Madame Paquette qui avait traversé à la rame l'Atlantique, la québécoise, là, qui est passée par l'Orient. Et elle a découvert, elle est passée à travers des tas de... Ils appellent ça le 6e continent, mais enfin c'est fou aussi, la mer, comment elle est polluée, là, c'est incroyable, quoi. Moi, je Ouais, trouve bah, que... en fait, nous, notre désir, c'est, on sait qu'il y a plein d'associations qui le font déjà. Il y a des grosses associations qui n'ont pas d'intérêt de collaborer avec nous. Nous, on est là pour collaborer avec tout le monde, hein. Du moment qu'on ramasse des déchets, on est content, hein. Il y a pas de concurrence ou quoi que ce soit entre associations là. C'est terrible, on a le même objectif, donc c'est ça. Après, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut être un bon support logistique pour des petites associations locaux qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir l'équipement, qui n'ont pas nécessairement les moyens de communiquer sur leurs actions, des choses comme ça. Donc, et puis après, de trouver un réseau d'ambassadeurs, un petit peu comme Jimmy l'a fait au Québec, ça nous semble être une très belle option. Collaborer avec les gens qui font de la pêche à l'aimant. En fait, il y a plein d'initiatives. Et ce qu'on s'est rendu compte très, très vite en le faisant ici, très, très localement, c'est que les gens se sentent un peu désemparés. Il y a beaucoup de gens qui étaient agressifs par rapport aux municipalités, on va dire à la classe politique, parce qu'ils se sentaient abandonnés. Ça fait 15 ans qu'ils ramassent les déchets dans la rivière à côté de chez eux. Personne ne les en a jamais remerciés, personne n'a jamais mis leur travail en valeur, etc. Et nous, on adorerait aller rencontrer ces gens-là qui le font déjà, puis qui n'ont jamais demandé rien à personne, et de les mettre en avant. En fait, ces gens-là, pour nous, c'est incroyable. Ça a toute la valeur. Nous, on a un petit peu moins de mérite de le faire à plusieurs, avec une super belle ambiance. C'est facile, on va dire. On prend du plaisir à le faire. Il y a des gens qui l'ont plus fait par la contrainte parce que c'était vraiment trop dégueu à côté de chez eux et qu'ils voulaient se bouger, qu'ils en avaient marre de râler parce qu'il se passait rien. Et on aimerait les en remercier et donc les inclure à notre démarche et les mettre en valeur, quoi. Oui, ce serait de les médiatiser. Non, mais je trouve ça très intéressant. Ça correspond aussi à l'état d'esprit qu'on défend ici avec Lux Media et dans mon émission et Occident. C'est justement que la société civile se prend en main et qu'on n'attend pas des subventions de l'État ou des communautés et que c'est notre responsabilité de citoyens de prendre soin de notre environnement et pour nos enfants de demain, parce que c'est eux qui vont avoir à gérer par la suite l'environnement qui va rester. Et si on ne s'en occupe pas maintenant, qui c'est qui va s'en occuper, quoi? Et c'est compliqué, en fait. Je pense que c'est à nous de faire bouger. Je pense qu'avec notre démarche, les politiciens, après, ils n'ont pas le choix que de se bouger. C'est pas possible quand on voit 3 bénévoles qui vont ressortir une tonne de déchets dans la rivière d'à côté, que les maires restent muets face à ça, que le département reste muet, que ça soulève tellement d'interpellations chez les citoyens quand ça ne savait rien, parce que c'est sous l'eau, donc ça se voit moins. C'est pas des déchets qui sont très visuels et qu'on voit tous les jours, que les gens ils se disent c'est incroyable, comment ça se fait que ces 2 touristes-là, ils sont capables de faire ça alors qu'on n'a jamais pris le problème et en fait, moi, ce qui vient me toucher, c'est un peu le côté, ça reste compliqué. Ce qu'on fait, ça reste compliqué. On se fait engueuler très régulièrement pour notre démarche. Souvent, on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues en disant ouais, mais là, vous n'avez pas d'autorisation parce que si vous faites mal dans la rivière sur un bout de verre, c'est notre responsabilité, etc. Ou ce qu'on entend en France, la pêche à l'aimant, elle est interdite parce que si l'aimant il touche un obus de la Seconde Guerre, ça va le faire éclater, etc. Par contre, ces mêmes institutions-là vont demander aux citoyens, vont leur dire tiens, tu as une maison qui est collée à une rivière, normalement, la partie de la rivière qui est à côté de ta maison, c'est toi qui en es responsable, c'est toi qui dois nettoyer ces berges-là, etc. Donc là, on demande au petit papy, je prends cette situation-là parce que pour moi, c'est la plus frappante, un monsieur de 70 ans d'aller ramasser les déchets dans sa rivière derrière chez lui, alors qu'il y a peut-être une petite cascade du courant et que c'est très dangereux pour le coup, et que lui, on ne s'inquiète pas, il pourrait marcher sur l'obus, ça pourrait éclater, là, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des espèces de double discours de on veut se protéger, on veut que les gens fassent rien parce que ça nous arrange pas trop, etc. Et en fait, on est tanné. Et je pense que vraiment, les bénévoles qui viennent participer au ramassage de la mission Milton, c'est des gens qui en ont marre que ce soit compliqué. On vient, c'est simple, on vient avec nos seaux, on ne demande rien à personne, on fait le ramassage et merci, bonsoir. Parce qu'on ne peut pas attendre tout le temps d'avoir une autorisation, etc. On ne l'aura jamais. Si on attend après ça, ça fait déjà 40 ans qu'on attend, puis c'est toujours autant sale. Donc c'est un peu...
y a pas de rébellion, hein. On fait les choses bien, on a une assurance responsabilité civile pour ce qu'on fait, on prend toujours énormément de précautions. Moi, je suis plongeur, on a tous nos cours de premiers soins en équipe, on offre aux gens de mettre des gants, etc. On ramène des gants pour que les gens puissent les porter pendant les ramassages pour ne pas se faire mal. Quand il y a du danger, on ne va pas dans ces endroits-là, etc. Mais on est tanné que tout le monde se cache sur des histoires d'assurance, sur des histoires de responsabilité, de ceci, cela, et du coup, qu'il ne se passe rien. Donc, on ne l'accepte plus, en fait, tout bonnement, là. Et dans ces cas-là, on y va et on fait notre ramassage, puis c'est tout. Ouais. Et autrement, est-ce que vous avez, par exemple, des citoyens qui ont, je sais pas moi, qui sont chauffeurs de gros camions avec des bennes, et parce que j'imagine qu'il faut emmener les détritus que vous avez besoin. Alors ça, c'est vraiment la chance qu'on a pour l'instant avec la mairie de Maromme, là, donc le coin d'où on est en ce moment, la rivière qu'on nettoie. Ils mettent à dispo des camions bennes qu'on remplit au fur et à mesure pour pas laisser traîner tous les déchets, etc. Sinon, le reste du temps, on prend un peu pour acquis que si on prend ce temps-là, c'est beaucoup de financement pour la mission, de payer l'essence, de prendre des remorques, etc. Les bénévoles, on ne veut pas qu'ils payent sur leur gaz à eux, surtout avec les pénuries d'essence qu'on a en ce moment, mais en tout cas, on ne trouve pas ça normal en fait. Et une fois que tous les déchets sont ramassés, qu'on ramasse une tonne de déchets à un endroit et qu'on appelle la mairie pour leur dire ces déchets-là, ils sont là, vous avez juste à les ramasser, il n'y a pas une seule mairie qui nous dit on ne le fera pas, on va les laisser là. Déjà parce qu'en termes politiques, vous imaginez bien qu'il y a peu de chances que la personne soit réélue au mandat d'après, hein, parce que les citoyens à côté, ils ne seront pas contents. Et nous, on estime que c'est un petit peu leur travail quand même. On en fait une bonne partie, quoi. Et après, il y a plein d'autres problèmes. Vous essayez d'avoir un peu d'influence surtout au moment des élections, pour que l'environnement soit pris en compte. Je pense que les politiciens, ils sont suffisamment intelligents pour le comprendre que nous, on fait aucune pression. C'est juste qu'un politicien qui dirait, vous avez fait un ramassage dans ma ville, on veut pas le ramasser, vous avez mis un tas de déchets là, on vous attaque en justice parce qu'on n'est pas d'accord. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se dire, en 2022, attaquer une association de bénévoles qui fait des ramassages de déchets, c'est pas brillant et il y a peu de chances que la personne soit réélue. Ça, c'est pas mon discours à moi, c'est quand même il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que c'est une nécessité absolue et que ce qu'on fait, c'est incroyable. Nous, on ne demande d'argent à personne, hein, on le fait sur notre temps et c'est ça. Donc souvent, les mairies se disent, oui, il n'y a pas de problème, on est d'accord de collaborer avec vous, on va aller ramasser votre tas de déchets en 10 minutes et le mettre à la décharge. Et dans les décharges, en plus, en France, souvent, c'est très, très compliqué. Il y a des quotas de nombre de déchets qu'on peut ramener, etc. Et on s'est retrouvé à ne pas pouvoir mettre les déchets au bon endroit. Donc, c'est stupide pour nous de le faire, alors que si c'est les agents municipaux qui le font, on sait que les déchets ils vont être recyclés. Si c'est du verre, ça va aller dans les bacs de recyclage en verre, etc. etc. Donc, il y a comme un double intérêt. Là, quand c'est des métaux, on sait que ça va dans les bons bacs à métaux qui sont recyclés. Donc, on se dit qu'il y a vraiment un double intérêt à ce que ce soit les municipalités qui prennent le relais une fois que tout est ramassé, quoi. Alors, est-ce que vous avez des usines de traitement des déchets dans le coin ? Ouais, c'est super bien fait. Nous, dans la métropole de Rouen, on a une usine qui est relativement récente et qui est très, très bien faite pour ça. Et après, tout ce qui est en verre et en la ferraille, je ne sais pas si c'est local. L'usine dont je parle, c'est vraiment du recyclage pour les ordures, on va dire, domestiques courantes. Mais tout ce qui est verre et métaux, c'est comme un peu partout en France, hein. Il y a des bacs de récupération. Et après, c'est renvoyé. Le métal, je sais que ça repart, puis c'est refondu, etc. La vitre, je ne sais pas comment c'est géré en France. Ça fait pas assez longtemps que je suis rentré encore là. Mais il va falloir qu'on se renseigne. Mais en fait, on le met partout. Les usagers, habituellement, remettent leur verre pour le recyclage finalement. On va conclure cette entrevue très passionnante. Enfin, j'ai trouvé que ça c'était très vivant et puis divers. Le mot de conclusion, ça serait éventuellement donner vos coordonnées pour savoir si les gens veulent vous contacter et qu'est-ce que éventuellement l'aide que vous pouvez qu'on peut apporter, et puis éventuellement d'aider les gens qui veulent créer une association dans leur région. Enfin, c'est vous le mot de la fin là. Ouais, c'est ça. En fait, comme on dit, hein, on est très impliqué, donc on est prêt à supporter un petit peu tout le monde qui a la même démarche, peu importe la vision ou quoi que ce soit. Pour les infos, le plus facile, c'est de nous retrouver sur les réseaux sociaux en général, que ce soit Instagram ou Facebook. On est au nom de la mission Milton France. Si vous contactez juste la mission Milton, Jimmy me renverra les infos, vous inquiétez pas. Sinon, il y a le site internet de la mission Milton qui fait Québec et France aussi.
Et puis, je peux vous laisser mon courriel, mais je ne pense pas que ça va être facile parce qu'il est très long avec plein de choses un peu compliquées dedans. Exactement. Et puis sinon, peut-être une petite note un peu positive, c'est que quand on fait ces ramassages-là, on est dans des endroits un peu naturels qui en valent la peine, là, qui valent la peine d'aller les nettoyer. Et dans le ramassage de la semaine dernière, on a eu une très très belle scène avec mon frère où on s'est retourné à un moment pour regarder les déchets qu'il y avait derrière nous. Et il y a une belle truite qui a sauté au milieu de la rivière dans un endroit où tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de truite aujourd'hui. Donc en fait, ça en vaut la peine. Il y a énormément de belles choses. Là, on a parlé de déchets pendant tout ce temps-là, mais on le fait pour tout le beau et on en profite sur les ramassages. Très bien. Bah, écoutez, c'est une bonne une conclusion pour cette entrevue. Effectivement, ça redonne de l'espoir que peut-être la nature va reprendre ses droits dans certains éléments pour vivre en harmonie avec les êtres humains. Ça, c'est la démarche de cette émission. Alors, je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Manuel Hanot, qui a passé 10 ans au Québec, mais qui a, par amitié et puis par passion, comme vous avez pu le voir, créé Mission Milton, donc en France. Donc, si vous regardez cette émission, soit vous contactez Milton Québec ou Milton France, si vous vivez en France. Et je vous encourage vivement à créer dans votre région l'équivalent pour pouvoir aller nettoyer les rivières et voir revenir soit les oiseaux, soit les poissons, parce que tout ça, c'est un écosystème qui sont liés, quoi. Merci beaucoup et à une prochaine émission.